Le 2 avril 1974, dans une chambre obscure de l'Élysée, le président de la République agonise en secret. Le pays ne sait rien. On parle de grippe persistante, de fatigue passagère. En réalité, chaque respiration lui arrache un morceau de vie. Il a 62 ans. Les médecins, eux, savent que le compte à rebours est enclenché depuis longtemps. Dans quelques heures, Georges Pompidou sera mort. Et pourtant, si l'on remonte le fil, tout commence loin, infiniment loin de ces dorures, dans un village accroché aux montagnes du Cantal, une France de terre et de boue, où personne n'aurait parié un centime sur le destin de ce gamin. Montboudif, été 1911. Une maison modeste, sans eau courante ni électricité, des livres partout, usés jusqu'au carton, parce que les deux parents sont instituteurs. Le père, Léon, revient des tranchées de 1914-1918 avec, dans le regard, quelque chose de cassé. La mère, Marie-Louise, tient la classe comme on tient un navire dans la tempête. Au milieu, un enfant aux oreilles décollées, aux yeux sombres, qui écoute tout, retient tout. Dans la cour de l'école, on parle patois, on jure en occitan, on vit de peu. Le soir, en hiver, la neige se plaque sur les volets, le vent siffle, et Georges lit Hugo, Lamartine, les classiques que son père lui met de force entre les mains. « Tu ne sortiras pas de ce trou autrement que par les livres », répète Léon. La phrase tombe comme un verdict, elle sera sa boussole. Les autres enfants s'endorment de fatigue. Lui, non. Une bougie, un cahier, des pages couvertes d'une écriture serrée, des devoirs, des rédactions, mais aussi déjà des poèmes maladroits. Pour lui, les mots ne sont pas seulement des exercices scolaires, ce sont des passeports. Chaque vers est une marche d'escalier vers un ailleurs invisible. À l'école communale, il écrase la concurrence. Le mot est déjà là, concurrence. Parce que, même au fin fond du Cantal, l'ascension se joue au millimètre. Une mauvaise note, c'est une bourse qui s'envole, un lycée de ville qui se ferme, le retour assuré à la terre. À 11 ans, Georges comprend que tout se joue maintenant, et vite. Il n'a pas le droit à l'erreur. Il n'aura, à vrai dire, jamais le droit à l'erreur. Un instituteur s'acharne. Ce petit-là n'est pas comme les autres, il faut l'envoyer plus loin. Plus loin, cela veut dire Aurillac, puis Clermont-Ferrand, puis Paris. Ce mot qui scintille comme un rêve et effraie comme un gouffre. La famille compte ses sous. Les calculs sont cruels. Sans bourse, impossible. Le temps presse. Les concours approchent. La guerre des bulletins scolaires commence. Aurillac, le lycée. Les premiers déplacements en train, l'odeur de charbon, les valises trop lourdes. Georges découvre les enfants de notables, ceux qui portent des manteaux bien coupés et qui savent déjà qu'ils feront Polytechnique ou la haute fonction publique. Lui vient d'un village où l'on compte encore les vaches à la veillée. Son accent le trahit, ses vêtements aussi, mais pas ses notes. Là, il frappe fort. Chaque trimestre, c'est la même scène. Le proviseur lit le classement, le nom de Pompidou monte en haut de la liste, et derrière, dans la salle, des visages se ferment. Il est celui qui prend la place des autres. Celui dont personne, dans ce milieu, ne veut vraiment. Un rival naît toujours dans le silence des rancœurs. Il le sent sans pouvoir encore le nommer. Pourtant, un autre horizon s'ouvre. Paris, lycée Louis-le-Grand. Il est reçu boursier. La nouvelle tombe comme un tremblement de terre dans la famille. Le père, d'ordinaire sec, a les yeux humides. La mère se tait, comme si un mot de trop pouvait briser le sortilège. Il quitte le Cantal avec une valise presque vide et une bibliothèque entière dans la tête. Paris le frappe au visage. Le bruit, la foule, les façades interminables. Au lycée Louis-le-Grand, il entre dans un monde où tout est codé. Les blagues, les références, les manières de s'asseoir, de se taire. Les fils de la grande bourgeoisie le regardent de haut, il les observe. Il comprend vite que la vraie bataille n'est plus seulement celle des notes, mais celle des codes sociaux. Dans les couloirs, on parle des concours les plus redoutables. École normale supérieure, Polytechnique, Saint-Cyr. Pour lui, un seul est possible, la normale, la citadelle des lettres. Et le piège est là, il n'a qu'une chance. Sa famille n'a pas les moyens de lui payer des années de préparation supplémentaires. S'il rate, il rentre. Le compte à rebours se resserre. 1 an pour réussir ou disparaître dans la masse. Les nuits deviennent blanches. Des pages de latin, de grec, de philosophie, relues jusqu'à l'épuisement. Le café remplace le sommeil.
Il se bat à armes inégales contre des garçons qui ont chez eux des bibliothèques entières, des répétiteurs privés, lui a une pension modeste, une chambre glaciale, mais une rage que les autres n'ont pas. Un professeur le voit sortir d'un devoir avec le visage blême. « Pompidou, vous jouez votre vie sur ces copies !» Il ne croit pas si bien dire. Résultat, reçu à l'école normale supérieure, rue d'Ulm, section lettres. Là, le choc est encore plus violent. Il entre dans un foyer de volcan intellectuel. Agrégé en herbe, futur professeur, écrivain, journaliste, haut fonctionnaire. On croise dans les couloirs des noms qui feront plus tard la une des journaux. Les discussions se prolongent la nuit, on refait le monde entre deux cigarettes, dans des chambres en désordre, où les livres s'entassent jusqu'au plafond. Dans ce brouhaha brillant, Georges garde un pied dans son pays. Il parle encore de montagnes, de paysans, de vaches, quand les autres citent Mallarmé ou Trotsky. Il lit la poésie moderne, mais aussi les journaux politiques. La France d'alors est un champ de fractures. Les cicatrices de l'affaire Dreyfus saignent encore. Les ligues d'extrême droite hurlent. Dans la rue, la gauche se divise. À la normale, on choisit un camp, souvent bruyamment. Lui écoute plus qu'il ne crie. Il jauge les hommes, leurs incohérences, leurs certitudes. Il ne sait pas encore qu'il gouvernera un jour ces mêmes contradictions, à l'échelle d'un pays, agrégation de lettres en 1934. Encore une fois, le temps était compté. Encore une fois, il a gagné. Il devient professeur. Marseille d'abord? La Méditerranée, le soleil, un autre bout de France. Dans ses classes, des adolescents agités, plus préoccupés par le port, les matchs de football ou les bruits de bottes en Allemagne que par Racine. Il découvre la réalité brute du métier. Transmettre, tenir, convaincre. Sans le savoir, il s'entraîne à parler à un peuple. Et puis, au milieu de ces années apparemment sages, un tournant privé, décisif. La rencontre avec Claude Cahour. Une jeune femme vive, élégante, issue d'un milieu plus bourgeois que le sien. Ils se croisent, se revoient, s'attachent. Il y a chez lui une gravité qui l'intrigue, chez elle une légèreté qui le désarme. Ils se marient en 1935. Plus tard, la France découvrira cette silhouette fine, ce sourire discret, à côté de lui sur les photos officielles, mais pour l'instant, c'est une femme qui accepte de suivre un professeur de lettres, sans fortune ni certitude, dans une époque qui s'obscurcit. Car le ciel se couvre. 1936, le Front populaire, l'espoir. 1938, Munich, la peur. 1939, la guerre. À nouveau, comme pour son père, l'histoire violente frappe à la porte. Georges est mobilisé comme officier d'artillerie. Lui qui maniait les vers accepte la brutalité des canons. On le voit sur le front, droit, discret, plus attentif aux hommes qu'aux grands discours militaires, mais la débâcle de 1940 balaye tout. La France s'effondre en quelques semaines. L'humiliation est totale. Pour un homme nourri de Victor Hugo, de Michelet, de cette idée presque sacrée de la nation, le choc est moral autant que militaire. Il voit les routes encombrées de civils, les colonnes en retraite, le drapeau abaissé. Dans ce désordre, une certitude naît. Les jeux partisans, les petites manœuvres parlementaires ont mené le pays au gouffre. La politique, il le sait désormais, est trop grave pour être laissée à ceux qui l'ont déshonoré. Il ne le dit pas encore, mais quelque chose en lui se met en marche. Démobilisé, il revient à l'enseignement, à Paris cette fois, lycée Henri IV, puis Louis le Grand. Il corrige des copies, tandis que la radio diffuse la voix pesante du maréchal Pétain. Dans les cafés, on chuchote. Certains s'accommodent, d'autres complotent. Lui avance prudemment, mais il avance. Il se rapproche de ceux qui, déjà, regardent vers Londres et vers un certain général en uniforme, dans le froid d'Angleterre. 1944, Paris vibre, les chars alliés approchent. Dans cette ville en ébullition, un nom revient de plus en plus souvent, Charles de Gaulle. Cet homme à la silhouette raide, que beaucoup méprisaient quelques années plus tôt, revient en chef. Pompidou, grâce à un ancien camarade, René Brouillet, se trouve entraîné dans l'orbite du futur chef du gouvernement provisoire, un simple chargé de mission, une petite main, diront certains. Mais ces petites mains écrivent des notes, rédigent des discours, synthétisent des enjeux complexes. Dans les couloirs de l'hôtel de Brienne, siège du ministère de la Guerre puis de la présidence du gouvernement provisoire, il fait ses armes dans l'ombre d'un géant.
Une nuit d'automne, on lui apporte un dossier épais comme un dictionnaire. Des rapports sur l'épuration, la reconstruction, la réorganisation de l'administration. Un aide-de-camp le prévient. Demain matin, le général veut une note claire, courte, qu'il puisse lire avant le conseil. Il lui reste quelques heures. Encore un compte à rebours. Il s'enferme, lit, découpe, réécrit. À l'aube, ses yeux brûlent, mais le texte tient sur 4 pages. De Gaulle le lit, relève la tête, marque un silence. C'est intelligible. Continuez. Dans ce continuer, il y a une promesse, un fil qui ne se rompra plus. Pourtant, le pouvoir gaullien de la libération est bref. 1946, le général claque la porte, la 14e République s'installe, instable, parlementaire, bavarde. Pompidou, lui, entre au Conseil d'État par concours. Il devient ce haut fonctionnaire qu'il observait autrefois de loin. C'est un autre monde, feutré, juridique, précis. On discute de décrets, de contentieux administratifs, mais au-dessus de ces dossiers, lui voit déjà des paysages, des routes, des écoles, des usines. Il regarde la France comme un ensemble à transformer, pas seulement comme un empilement de textes. Dans les couloirs du Conseil d'État, une autre forme de rivalité naît. Les grandes écoles se toisent, Normale, Polytechnique, puis bientôt une nouvelle venue qui commence à faire parler d'elle dans les conversations feutrées, l'École nationale d'administration. On parle de jeunes loups qui y sortent déjà formatés pour les sommets. Inspecteur des finances, directeur de cabinet, ministre potentiel. Parmi ces noms, plus jeunes que lui, brille déjà celui d'un certain Valéry Giscard d'Estaing, inspecteur des finances, aristocrate et brillant. Pompidou ne l'a pas encore croisé, mais des échos parviennent jusqu'à lui. Un génie des chiffres, une froideur méthodique, un autre visage de l'élite. Sans le savoir, il vient de rencontrer son adversaire le plus redoutable. D'abord comme une rumeur, une ombre portée, 2 France se préparent à s'affronter. Celle des lettres, des paysans, des professeurs, et celle des chiffres, des banquiers, des technocrates. Les 2 hommes ne sont encore que des trajectoires parallèles. Mais le temps, encore une fois, les pousse l'un vers l'autre. Années 50. La 4e République se débat dans les crises ministérielles et la guerre d'Algérie. Pompidou, lui, bifurque, 1954. Il quitte momentanément le Conseil d'État pour entrer à la banque Rothschild. Le professeur de lettres, le haut fonctionnaire, devient banquier. Pour beaucoup, ce passage restera un stigmate. Pour lui, c'est une école de plus. Celle de l'argent, des investissements, des décisions froides qui font ou défont des entreprises. Il apprend les mécanismes profonds de l'économie. Ces mécanismes qui, plus tard, feront de lui un président obsédé par la modernisation du pays. Le contraste est violent. Le fils d'instituteur du Cantal dans les salons feutrés de la haute finance parisienne, certains collègues le regardent avec condescendance, lui observent, notent, apprend. Dans ses bureaux aux tapis épais, il voit une autre facette de la France, celle qui construit des usines, qui finance des autoroutes, qui spécule aussi. Ils ne s'y font pas tout à fait, mais il en ressort armé. Pendant ce temps, l'orage gronde sur la République. Les gouvernements tombent, l'Algérie s'embrase, l'armée gronde. En mai 1958, un nom revient comme un dernier recours, Charles de Gaulle. L'homme du 18 juin, le solitaire de Colombey, celui qui avait quitté la scène politique avec fracas, revient pour sauver un régime qui s'effondre, et avec lui, ceux qui, dans l'ombre, ont gardé le lien. Georges Pompidou est de ceux-là, il a continué d'écrire pour le général, de réfléchir avec lui, dans le secret des rencontres discrètes. Le 31 mai 1958, le téléphone sonne. À l'autre bout du fil, une voix qu'il reconnaît immédiatement, grave, posée, un peu ironique. « Pompidou, il va falloir nous remettre au travail. » Le temps presse, encore et toujours. Il ne sait pas encore qu'en acceptant, il entre définitivement en politique, qu'il se rapproche du sommet. Et du point où, des années plus tard, un rival, patiemment, prendra sa place. Mais déjà, pour lui, la seconde manche de sa vie vient de commencer. Le 1er juin 1958, dans un bureau encore nu de Matignon, un homme se penche sur une pile de dossiers qui menace de s'écrouler. Il n'a encore ni limousine attitrée, ni garde républicaine à ses ordres, ni portrait officiel accroché au mur. Il n'a qu'une chose, le temps qui file. Le compte à rebours est simple, brutal. Quelques semaines pour sauver un régime qui se disloque, quelques mois pour fonder une nouvelle république.
S'il échoue, ce ne sera pas seulement sa carrière qui s'effondrera, mais peut-être la France elle-même. Et dans les coulisses, déjà, d'autres figures attendent, prêtes à lui arracher la place au premier faux pas. Le bras qu'il serre ce jour-là, c'est celui de Charles de Gaulle, rappelé au pouvoir comme on rappelle un chirurgien en urgence. À ses côtés, Georges Pompidou n'a pas de titre ronflant à offrir aux caméras. Il est chargé de mission, directeur de cabinet, conseiller, plume, émissaire, pare-feu. Il est tout cela à la fois, et rien officiellement. Mais autour de lui, ministres, généraux, hauts fonctionnaires l'ont déjà repéré. Cet homme discret à l'oreille du général. Dans le jeu féroce des ambitions, c'est un avantage aussi précieux que dangereux. Mai-juin 1958. L'Algérie est à feu et à sang. L'armée en insurrection murmure le mot « coup d'État ». La 4e République vit ses derniers jours. Une nuit, dans le bureau du président du Conseil, on éteint les lumières pour mieux voir, sur la grande carte accrochée au mur, l'essai. Point rouge qui clignote, Alger, Oran, Constantine. Pompidou reste debout, bras croisés, tandis qu'un officier explique la situation. Le général écoute, silencieux. À la fin, il se tourne vers son directeur de cabinet. « Il faut une constitution qui tienne dans la tempête, Pompidou. Pas une machine pour parlementaires bavards. Une arme. Une arme. Le mot n'est pas innocent. » On le retrouve quelques semaines plus tard, dans les notes que Pompidou rédige fiévreusement pour Michel Debré et les juristes qui élaborent le texte fondateur de la République. La nuit, il relit chaque article comme on relit le plan d'une forteresse. Il traque les failles. Ici un président trop faible, là un parlement trop fort. Il sait que derrière chaque virgule se cache un futur rapport de force, une bataille à venir. Il ne construit pas seulement un régime. Sans le dire, il se construit aussi une rampe de lancement vers quelque chose qu'il n'ose pas encore nommer. À l'Élysée, où de Gaulle s'installe en janvier 1959, Pompidou devient un habitué. On le voit entrer par les portes latérales, une serviette de cuir à la main. Il n'est ni ministre ni élu. Mais il parle au chef de l'État plus souvent que la plupart de ceux qui le sont. Dans les couloirs, les jalousies montent. On murmure « Ce professeur de lettres devenu banquier, qu'est-ce qu'il fait là, au juste ?» Certains le prennent de haut, d'autres le craignent. Mais tous comprennent qu'un nouvel acteur est en train de se glisser au cœur du pouvoir gaullien. Pourtant, à la fin de l'année 1959, nouveau virage. Pompidou retourne officiellement à la banque Rothschild, dont il devient directeur général. Beaucoup y voient un retrait. Erreur. De Gaulle, lui, sait qu'il a besoin d'un homme capable de comprendre à la fois les orages politiques et les coulisses de l'économie. C'est depuis cette double position, conseiller officieux du général, banquier très officiel, que Pompidou va jouer un rôle décisif dans le dossier qui déchire la France, l'Algérie. 1961-1962. Les attentats se multiplient, l'OAS frappe, les négociations avec le FLN piétinent. Dans ce chaos, De Gaulle confie à Pompidou des missions sensibles, discrètes. On le voit à Genève, à Lucerne, dans des hôtels anonymes où la moquette étouffe les pas. Face à lui, des interlocuteurs du FLN, méfiants, durs, qui ne connaissent de la France que la guerre et la répression. Pompidou n'a pas le verbe flamboyant des diplomates professionnels. Il a mieux. Une capacité rare à écouter, à synthétiser, à transformer des passions brûlantes en propositions concrètes. Il sait que chaque phrase mal ajustée peut faire exploser la table de négociation. Dans une chambre d'hôtel, tard dans la nuit, il téléphone à Paris. La voix du général grésille au bout du fil. Pompidou résume en quelques phrases des heures de discussion. De Gaulle tranche. Nous irons jusqu'au bout de l'indépendance. À cet instant, Georges Pompidou mesure le gouffre politique qui s'ouvre. Une partie de l'armée ne pardonnera jamais. Une partie de la droite non plus. Mais il sait aussi que le pays ne peut pas vivre éternellement avec une guerre coloniale au ventre. Le temps de l'Empire est terminé. Le temps de la modernisation commence. Et il compte bien en être l'architecte. Les accords d'Évian sont signés en mars 1962. Officiellement, Pompidou n'est qu'un rouage. En réalité, il a été l'un des artisans silencieux de cette sortie de tunnel. De Gaulle, qui déteste devoir quelque chose à qui que ce soit, lui en sait gré. Quelques semaines plus tard, le 14 avril 1962, coup de théâtre, Michel Debré est écarté de Matignon. De Gaulle impose un nom qui surprend tout le monde, même au sein de sa propre majorité.
Georges Pompidou. Le professeur de lettres devenu banquier est désormais chef du gouvernement, numéro 2 de l'État, à la tête d'une majorité fraîchement consolidée. Pour les Français, c'est encore un visage peu connu. Pour le microcosme politique, c'est un séisme. Dans les dîners parisiens, on commente « Le général a choisi un homme à lui, un fidèle, mais aussi quelqu'un qui pense par lui-même. Danger ». Dans l'ombre, certains alliés de la veille se promettent déjà de ne pas laisser ce provincial monter à Paris, leur voler la lumière. Pompidou, lui, mesure l'ampleur de la tâche. La guerre d'Algérie vient de s'achever, mais la France est épuisée, fracturée. Le chômage commence à poindre, les campagnes se vident, les villes grossissent trop vite. En prenant ses fonctions, il s'impose une règle brutale, 10 ans. À ses proches, il confie cette intuition presque superstitieuse. Si, en 10 ans, nous ne transformons pas ce pays, il se vengera. Il se donne donc 10 ans pour moderniser la France, 10 ans pour faire entrer un pays encore rural dans le cœur battant du XXe siècle. Tic-tac, le Conseil des ministres du mercredi devient alors un théâtre fascinant. Autour de la table, les ministres parlent de ferroviaire, de sidérurgie, d'éducation, de culture, de politique étrangère. À la droite de Pompidou, un jeune ministre brille déjà, Valéry Giscard d'Estaing, en charge des finances. Costume parfaitement coupé, dossier impeccablement préparé, graphique millimétré, il parle croissance, productivité, balance des paiements. Sa voix est posée, son assurance glaciale. Le face-à-face entre les deux hommes fascine les témoins. Le Premier ministre, agrégé de lettres, s'exprime avec des images, des histoires, des références littéraires. Le ministre des Finances réplique avec des chiffres et des courbes. Deux visions de la France s'opposent, poliment encore, mais déjà franchement. Celle du pays à transformer humainement par l'école, la culture, l'aménagement du territoire, et celle du pays à optimiser économiquement à l'aide d'indicateurs et de modèles. De Gaulle arbitre, souvent en faveur de son Premier ministre, mais il écoute avec attention le jeune prodige des chiffres C. Dans ce triangle silencieux, un duel se prépare, qui ne se jouera qu'années plus tard. Pour l'heure, Pompidou avance. Il veut des autoroutes qui traversent le pays, des barrages qui domptent les rivières, des centrales qui électrifient les nuits, des universités qui accueillent des dizaines de milliers de nouveaux étudiants. Il pousse au développement des grands programmes industriels, du nucléaire civil, de l'aéronautique. Dans son esprit, chaque chantier est une manière de rattraper le retard sur les États-Unis, sur l'Allemagne, sur ce monde moderne qu'il observe chez les banquiers et les industriels. Mais chaque décision a un coût. Chaque milliard investi fait grincer les dents de Giscard et des gardiens de l'orthodoxie budgétaire. Pompidou sait qu'il n'est pas aimé de tous. Il sait aussi que l'opinion publique, elle, commence à le regarder autrement. Sa voix grave à la radio, ses réponses calmes à l'Assemblée, son ton moins solennel que celui du général, lui attirent une forme de sympathie rugueuse. On sent chez lui quelque chose de terrestre, de concret, qui parle aux ouvriers autant qu'aux cadres. Dans les usines, on entend « Pompidou, lui, il comprend ce que c'est que le boulot ». Dans les salons parisiens, on ironise « C'est un paysan cultivé ». Sans le savoir, ses adversaires viennent de formuler ce qui fera sa force. Et puis arrive l'année qui va tout faire basculer, 1968. Tout commence par des tracts distribués dans les couloirs d'une université, par quelques amphithéâtres occupés, par des slogans que, on croit d'abord folkloriques, Nanterre, la Sorbonne. Pompidou suit les rapports qui remontent, sans s'alarmer. Des étudiants protestent, c'est presque un rite. Mais très vite, quelque chose dérape. La police charge, les images des étudiants matraqués tournent en boucle à la télévision. Les compagnies de CRS se déploient, les pavés se soulèvent. En quelques jours, Paris se couvre de barricades. La nuit, les voitures brûlent. Des cocktails Molotov explosent contre les grilles des ministères. On jette des pavés sur les casques. On tire des grenades lacrymogènes qui transforment le quartier latin en champ de bataille, enveloppé de fumée blanche. Pompidou comprend avant beaucoup d'autres que ce n'est plus une crise universitaire. C'est une crise de régime. Le temps se contracte brutalement. En mai 1968, chaque heure compte. Le Premier ministre impose alors un tempo fou. Réunions au petit matin, arbitrages à midi, décisions annoncées le soir, négociations ouvertes la nuit. Autour de lui, les ministres tombent de fatigue.
lui tient à peine debout, mais son regard reste clair. L'objectif est simple et gigantesque, éviter la guerre civile, empêcher l'effondrement du système, maintenir un minimum d'autorité, sans sombrer dans la répression aveugle. Un soir, au téléphone, il supplie presque de Gaulle de rentrer de Roumanie, où le président poursuit un voyage officiel commencé alors que la crise grondait déjà. Le général tarde, hésite, juge peut-être que son retour théâtral aura plus d'effet. Pendant ces jours de flottement, Pompidou est, de fait, le seul à la barre. C'est lui qui décide d'ouvrir les négociations avec les syndicats, d'organiser les fameuses discussions de Grenelle. Dans une salle surchauffée du ministère du Travail, on aligne des tables, on installe des chaises pliantes. Les représentants ouvriers arrivent les traits tirés, la colère au ventre. Les patrons aussi, au centre Pompidou. Les heures s'écoulent, l'air devient irrespirable. On discute salaire minimum, temps de travail, liberté syndicale. Les voix montent, les poings se crispent. Pompidou, lui, reste d'une politesse presque déconcertante, mais intransigeant sur un point. Il faut un accord, ici, maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Dehors, la grève paralyse le pays. Les stations-service sont à sec, les étals se vident. La France a littéralement quelques jours de réserve devant elle. Au petit matin, un compromis est finalement arraché. Hausse massive du SMIC, concession sociale historique. Pompidou vient de sauver, provisoirement, le système par une ouverture qu'une partie de la droite juge déjà scandaleuse, mais la crise n'est pas finie. Quelques jours plus tard, coup de théâtre, le 29 mai, De Gaulle disparaît. Il s'envole, en secret, pour Baden-Baden, base militaire française en Allemagne, rencontrer le général Massu. À Paris, le vide est sidéral. Officiellement, le président est en retraite pour réflexion. En réalité, personne ne sait où il est, ni ce qu'il décide. Les rumeurs les plus folles circulent. Démission, fuite, coup de force militaire. Dans ce chaos, un seul homme continue de tenir la machine d'État, Georges Pompidou. Les préfets appellent Matignon, pas l'Élysée. Les ministres aussi, les syndicats s'adressent à lui. Les journalistes se massent devant ses grilles. Pendant 24 heures, peut-être 48, les historiens en débattent encore. Pompidou a de fait les pleins pouvoirs. D'un chef d'État sans titre, il pourrait aller plus loin, prendre ses distances, s'émanciper. Il ne le fait pas. Lorsque De Gaulle revient, le 30 mai, et annonce la dissolution de l'Assemblée nationale dans un discours resté célèbre, Pompidou s'efface, loyal, presque trop. Les élections législatives qui suivent, en juin 1968, sont un triomphe pour la majorité gaulliste et dans les meetings, dans les commentaires, un nom revient sans cesse, celui du Premier ministre. Les Français retiennent cette image de l'homme qui, au cœur de la tempête, a négocié, parlé, tenu. De Gaulle, lui, voit avec une lucidité glaciale ce qui est en train de se produire. Son Premier ministre est devenu, aux yeux du pays, un recours possible, un successeur plausible. Et cela, le vieux chef ne le supporte pas. Le twist tombe comme un coup près. Le 10 juillet 1968, alors que le pays sort tout juste du tumulte, Georges Pompidou est renvoyé de Matignon. De Gaulle le remercie avec des mots aimables, presque affectueux, mais la décision est ferme. Aux yeux de beaucoup, c'est une injustice. Aux yeux de Pompidou, c'est une blessure. Il rentre chez lui, rue de Rivoli, et confie à un proche. « Je suis mis au frigo. » Dans ce frigo, pourtant, quelque chose continue de bouillir. Car en le congédiant, De Gaulle croit peut-être avoir éteint une lumière trop vive. En réalité, il vient d'allumer un contre-feu. Libéré de la gestion quotidienne du gouvernement, Pompidou voyage, donne des conférences, écrit. Il publie en 1969 une anthologie de la poésie française qui révèle au grand public ce côté intime qu'on ne soupçonnait pas. Derrière, le technicien du pouvoir, un amoureux des vers, capable de réciter par cœur des pages entières, d'Apollinaire ou d'Éluard. Cette humanité-là, dans une classe politique de plus en plus technocratique, le distingue encore davantage. Pendant ce temps, au ministère des Finances, Valéry Giscard d'Estaing poursuit sa propre trajectoire ascendante. Il s'est imposé comme le maître des chiffres, le garant de la rigueur, l'homme qui ose dire non aux dépenses jugées excessives.
Il regarde avec intérêt la mise à l'écart de Pompidou. Dans ce jeu de chaises musicales, une place s'est libérée dans l'ombre du général, une place qu'il occupe en partie, mais il sait que le véritable affrontement n'aura lieu que lorsque le fauteuil suprême sera vacant. Ce moment arrive plus vite que prévu. 27 avril 1969. Le référendum voulu par De Gaulle sur la régionalisation et la réforme du Sénat est rejeté. Fidèle à sa promesse, le général démissionne dans la nuit. Au petit matin, la France se réveille sans De Gaulle à l'Élysée. Le choc est immense. Le vieux lion s'en va à Colombey. Le trône est vide. Aussitôt, les chronos se déclenchent. La Constitution est claire. Le président du Sénat, Alain Poher, assure l'intérim. Et une élection présidentielle doit avoir lieu dans un délai de 20 à 35 jours. 20 à 35 jours pour que les candidats se déclarent, construisent une équipe, élaborent un programme, sillonnent le pays, autant dire un sprint mortel. Pour Georges Pompidou, c'est un dilemme brutal. Rester en retrait ou saisir cette fenêtre minuscule, unique, au risque de tout perdre. Il n'hésite pas longtemps. Le 4 mai 1969, depuis son appartement, il annonce sa candidature à la présidence de la République. Pas de tambour ni de trompette. Une déclaration ferme, grave, sur un ton presque professoral. Je crois pouvoir servir la France. Dans les états-majors gaullistes, c'est la panique. Certains ne lui ont jamais pardonné son départ de Matignon. D'autres, au contraire, voient en lui le seul capable d'éviter l'éclatement du mouvement et l'arrivée au pouvoir du centre ou de la gauche. En face, Alain Poher, président du Sénat devenu président par intérim, incarne une France modérée, européenne, rassurante. Le duel est posé. Dans cette campagne éclair, le temps devient une arme. Chaque jour perdu est une voix en moins. Pompidou lance immédiatement la machine. Meetings à Lille, Lyon, Marseille, déplacements incessants, interviews à la radio, à la télévision. Les trains de nuit deviennent ses chambres d'hôtel. Sa voix se casse, ses traits se creusent. Claude, son épouse, le regarde partir chaque matin avec une inquiétude qu'elle tait. Il tousse déjà plus qu'avant. Les médecins parlent de fatigue, de surmenage. Personne ne prononce encore le mot de maladie. Plus tard, on se demandera à partir de quand le compte à rebours biologique s'est enclenché, en silence. Et Giscard dans tout cela? Officiellement, il le soutient. Il appelle à voter pour Pompidou, se range derrière le candidat gaulliste. Officieusement, il observe, prend des notes. Il voit comment Pompidou parle au pays, comment il transforme son image d'homme de dossier en figure presque paternelle. Il mesure aussi son usure physique. Dans un coin de sa tête, une pensée s'installe. Le mandat qui s'ouvre sera peut-être plus court qu'il n'y paraît. Encore une fois, deux calendriers s'entrecroisent, celui, visible, de la République et celui, invisible, de la chair. Le 15 juin 1969, les résultats tombent. Georges Pompidou est élu président de la République avec plus de 58% des voix face à Alain Poher. Dans la cour de l'Élysée, lorsqu'il franchit officiellement le seuil comme chef de l'État, les caméras captent une image troublante. Cet homme, fils d'instituteur du Cantal, qui serre la main des gardes républicains en entrant dans ce palais où il avait jadis, en simple conseiller, l'habitude d'arriver par la petite porte. À cet instant précis, il croit peut-être que le temps est enfin de son côté, que les années de lutte, d'ombre, de fidélité l'ont mené au sommet pour longtemps. Ce qu'il ignore encore, c'est que déjà, au fond de son corps, la maladie a commencé son œuvre, que, dans les couloirs feutrés du pouvoir, certains alliés de circonstance rêvent de sa succession, parmi lesquels un aristocrate, des chiffres nommés Valéry Giscard d'Estaing, et que ces 7 années qui s'ouvrent devant lui ne seront pas un long règne tranquille, mais une course contre la montre, contre la crise, contre ses propres forces, au terme de laquelle la France, une fois encore, devra choisir entre deux visages du futur. La nuit où il dort pour la première fois dans la chambre présidentielle de l'Élysée, il se réveille en sursaut, le cœur battant trop vite. Dans le silence épais du palais, on n'entend que le tic-tac d'une horloge du 19e siècle accrochée au mur. Tic-tac, 7 ans de mandat inscrits dans la Constitution. Mais, allongé dans ce lit où on vieillit tant de chefs d'État,
Georges Pompidou sent confusément que, pour lui, le sable dans le sablier coule plus vite. Il ne le sait pas encore, mais son corps a déjà commencé la partie contre la montre, et, à quelques mètres de là, dans une autre aile du pouvoir, un homme élégant, au sourire froid, s'apprête lui aussi à compter les années, non pas jusqu'à la mort, mais jusqu'à sa succession, Valéry Giscard d'Estaing. Au matin, les caméras filment l'entrée solennelle du nouveau président dans son bureau. À l'extérieur, les journalistes parlent d'ère nouvelle, de fin du gaullisme pur et dur, de président moderne. À l'intérieur, Pompidou ouvre les volets lui-même. La lumière de juin inonde la pièce, dévoilant les moulures, les dorures, les bureaux empire. Il observe ce décor figé et lâche à mi-voix. « Il va falloir secouer tout ça !» Il ne parle pas seulement des meubles, mais de la France entière. Son premier geste symbolique sera un choc visuel pour le pays. Là où trônent encore les vieilles halles de Paris, ventre de pierre. Noirci par un siècle de charbon et de sang, il décide de tout raser. À la place, il veut un centre de création, une machine de verre et d'acier, un bâtiment qui ressemble plus à une raffinerie futuriste qu'à un monument classique. Beaucoup sont horrifiés. On se moque, une raffinerie au cœur de Paris. Il insiste. Ce sera le centre Beaubourg qui portera plus tard son nom, Centre Georges Pompidou. Dès 1969, sur les ruines de l'ancien marché, les pelleteuses éventrent le sol. Les grues dressent leurs bras comme des squelettes géants au-dessus de Paris. C'est l'image que Pompidou veut donner de son quinquennat naissant. Brutal, industriel, tourné vers demain. Mais ce chantier n'est qu'un éclat dans une constellation de projets, autoroutes qui tranchent la campagne comme des cicatrices brillantes, RER qui perce les sous-sols de la capitale, aéroports agrandis, un barrage qui enferme des vallées entières sous des lacs artificiels. Dans les dossiers qui s'entassent sur son bureau, il y a des chiffres vertigineux. Millions de tonnes de béton, kilomètres de voies, rapides, milliards de francs investis. L'objectif est clair, gagner en 10 ans un siècle de retard. Il veut que, des usines de Lille aux champs du Languedoc, personne ne puisse dire que la France est restée au bord de la route. Tous les mercredis matins, dans la grande salle du Conseil des ministres, ce volontarisme se heurte à une autre logique, froide, implacable, celle des comptes publics. Au bout de la table, le ministre de l'Économie et des Finances, Valéry Giscard d'Estaing, aligne des colonnes de chiffres, des projections, des courbes. Il rappelle le déficit, la balance des paiements, la menace de l'inflation. Pompidou l'écoute, le visage impassible, un stylo à la main, il prend des notes, demande des précisions, laisse le ministre dérouler sa démonstration, et puis, d'une voix grave, il tranche. La France ne peut pas se contenter d'économiser, monsieur le ministre. Il faut investir, sinon nous mourrons guéris. Ce duel courtois, répété semaine après semaine, devient le cœur secret de son quinquennat. Deux modernités s'affrontent, celle des machines, des routes et de l'énergie que défend le président, et celle des équilibres macroéconomiques, et de la monnaie forte et de la discipline budgétaire que défend Giscard. Les uns sortent du Conseil des ministres en murmurant « Giscard est l'avenir ». D'autres répliquent « Sans Pompidou, rien de tout cela n'existerait ». Dans ce frottement, un conflit de succession se prépare, invisiblement. Pour incarner l'élan intérieur qu'il veut donner au pays, Pompidou choisit un Premier ministre qui, à première vue, lui ressemble. Jacques Chaban-Delmas, gaulliste historique, résistant, ancien président de l'Assemblée nationale, mais dès les premiers mois, une fissure apparaît. Chaban veut lancer ce qu'il appelle la nouvelle société. Plus de liberté, plus de dialogue social, une ouverture vers les jeunes. Vers la gauche non communiste. Il parle de briser les ghettos, de lever les tabous, de décrisper la France. Son ton, ses mots, son style séduisent les médias. Certains commentateurs vont jusqu'à dire qu'il est plus moderne que le président. À l'Élysée, Pompidou écoute les discours de Chaban à la radio. Il hoche la tête, parfois sourit, parfois se crispe. Il se souvient de mai 68, de ses pavés arrachés, de cette France qui, en quelques semaines, a failli basculer dans le chaos. Il sait que le pays a besoin d'air, de liberté nouvelle. Mais il sent aussi que, derrière les formules séduisantes, se cache une mise à distance du gaullisme dont il se veut l'héritier. Et puis, surtout, il voit avec une lucidité brutale l'autre enjeu.
En laissant Chaban occuper la lumière, il se crée un rival intérieur, un surcroît de popularité du Premier ministre, et voilà le président transformé en simple arbitre lointain. Pendant ce temps, Giscard, lui, avance ses pions avec une patience d'horloger. En conseil, il s'oppose parfois à Chaban, feint de s'incliner devant le président, multiplie les signaux en direction des milieux, d'affaires, des centristes, des jeunes cadres. Il apparaît comme l'homme sérieux qui tient les caisses pendant que les autres rêvent. Officiellement, il est loyal. Officieusement, dans les dîners privés, il laisse échapper des phrases qui claquent. La France aura un jour besoin d'un président qui comprenne véritablement l'économie moderne. Ceux qui l'écoutent entendent très bien le sous-texte. Dans cette triangulation étouffante, Pompidou cherche des appuis ailleurs. À l'extérieur, en Europe, en 1969, lors du sommet de La Haye, il relance l'intégration européenne en 3 mots. Achèvement, approfondissement, élargissement. Il veut clore les querelles institutionnelles, renforcer la coopération économique et, surtout, ouvrir la communauté économique européenne au Royaume-Uni. Là encore, il y a une part de revanche. Sous De Gaulle, la France a 2 fois opposé son veto à l'entrée des Britanniques. Lui, l'ancien banquier qui a longtemps navigué entre Paris et Londres, sait que l'avenir se jouera aussi dans ce triangle-là. Paris, bonne Londres. Les images de l'époque sont frappantes. Pompidou serrant la main de Willy Brandt, chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Sur le tarmac d'un aéroport noyé de brouillard. Pompidou installé dans une Rolls noire à Londres, aux côtés du Premier ministre. Edward Heath, sous une pluie fine typiquement britannique. Pompidou, encore, s'adressant aux Français à la télévision pour plaider. En 1972, le « oui » au référendum sur l'élargissement de l'Europe, il parle de chance historique, de marché de 250 millions d'habitants, de paix consolidée. Derrière chaque formule, une idée fixe. Pour que la France pèse, elle doit être au centre du jeu européen, pas au bord. La campagne référendaire est rude. Les gaullistes les plus orthodoxes renâclent, l'ombre de Gaulle plane encore, avec son non catégorique à l'anglo-saxon. La gauche hésite, dénonce une Europe des marchands. Mais Pompidou s'engage tout entier. Les soirs de meeting, on le voit, la voix éraillée, reprendre inlassablement les mêmes arguments, répondre aux mêmes critiques. Le oui l'emporte largement, c'est une victoire personnelle, mais elle lui coûte. Les médecins, déjà, notent une fatigue anormale, des analyses de sang inquiétantes, ils parlent de problèmes hématologiques, sans oser, ni peut-être sans savoir, nommer exactement la maladie qui le ronge. Pendant qu'il bataille pour l'Europe, il poursuit sa révolution intérieure. Il sait que bétonner le pays ne suffit pas. Il veut aussi transformer les esprits. Lui, le professeur de lettres, le lecteur de poésie, supporte mal une France culturelle figée, hiérarchisée, où l'art moderne est regardé comme une provocation. Le futur centre Beaubourg, qu'il suit de près, en devient le symbole le plus éclatant. Une architecture à tuyaux apparents, colorée, que d'aucuns qualifient de raffinerie d'art. Il sourit à ses moqueries. L'art, dit-il un jour, doit déranger pour susciter la curiosité. Un pays qui ne se laisse plus déranger est un pays qui meurt. Il modernise aussi prudemment les médias. L'ORTF, cette forteresse audiovisuelle héritée du gaullisme, commence à se fissurer. Plus de débats, davantage de liberté de ton, des journaux télévisés un peu moins verrouillés. Les Français découvrent des journalistes qui osent poser des questions embarrassantes, des émissions qui parlent des jeunes, des mouvements sociaux, des changements de mœurs. Pompidou laisse faire, tout en gardant un œil inquiet. Trop de liberté, trop vite. Il en a vu les conséquences en 1968. La ligne est fine entre la respiration et la déflagration. C'est d'ailleurs lui, le chantre de la croissance, qui crée en 1971 le premier ministère de l'Environnement de l'histoire de France. Robert Poujade, gaulliste bon teint, hérite de ce portefeuille que beaucoup regardent avec condescendance. À la télévision, on montre des rivières transformées en égouts, des fumées noires sortant des cheminées d'usines, des montagnes de déchets autour des villes. Pompidou le dit clairement, la croissance, oui, mais pas à n'importe quel prix.
Dans un pays encore fasciné par l'idée de production à tout va, cette prise de conscience écologique est un étonnant contrepoint. Et pourtant, dans cette France qui se dote de musées futuristes et de ministres chargés de protéger l'air et l'eau, une autre image subsiste brutale, presque archaïque, dans une cour de prison, à quelques kilomètres de l'Élysée. On monte encore une guillotine à l'aube. En 1972, 2 condamnés, Claude Buffet et Roger Bontemps, sont exécutés après un dramatique fait divers carcéral. Pompidou aurait pu les gracier. Il ne le fait pas. La lame tombe. L'homme qui veut propulser la France dans le XXIe siècle laisse survivre ce couperet du XIXe. Ce contraste déchirant dit aussi son rapport au temps. Modernisateur sans être révolutionnaire, ancré dans une certaine idée de l'ordre. À mesure que les années passent, les tensions internes montent. Chaban Delmas, fort de sa popularité, donne l'impression de mener sa propre politique, presque sa propre campagne permanente. Ses discours sur la nouvelle société font fureur. Dans les journaux, certains commencent à le présenter comme le prochain président naturel. À l'Élysée, Pompidou serre les mâchoires. Lui qui a été mis au frigo par De Gaulle quand il était trop en vue, sait ce que signifie être un Premier ministre trop populaire. Et lui, contrairement à son mentor, n'a ni l'âge ni le prestige de la libération pour se permettre de laisser prospérer un dauphin encombrant. Le twist tombe en 1972. Officiellement, pour des raisons de cohérence politique, officieusement, parce que le président ne supporte plus l'ambiguïté, il convoque Chaban Delmas à l'Élysée. L'entretien, resté célèbre, est bref, froid. Pompidou lui reproche ses initiatives trop personnelles, ses liens jugés trop étroits avec certains milieux économiques et médiatiques, l'ombre portée de quelques affaires, notamment la sulfureuse affaire Markovitch, ce fait divers trouble dans lequel le nom de Chaban a été cité par rumeur interposée, qu'elle soit fondée ou non importe peu. En politique, la rumeur est une arme. Au sortir de cette entrevue, Jacques Chaban-Delmas n'est plus Premier ministre. Le pays est surpris. Beaucoup parlent de limogeage brutal, de liquidation d'un rival. Pompidou assume. Il nomme à Matignon un homme plus discret, plus docile. Pierre Messmer, gaulliste de la vieille école, ancien ministre des Armées. Le message est clair. Fini les expériences, fini les slogans séduisants. Place à la majorité silencieuse, à la France qui travaille et qui ne manifeste pas, à une gouvernance plus verticale. Chaban sort blessé, meurtri, un concurrent de moins. Mais dans l'ombre, un autre rival, patient, poli, continue de se préparer, Giscard. Nous sommes au début des années 1970 et la France vit encore, en apparence, les derniers feux des 30 glorieuses. Les usines tournent, les salaires montent, les banlieues s'étendent, les autoroutes se remplissent de voitures aux couleurs vives. Les publicités promettent le lave-linge pour tous, la télévision couleur, les vacances au bord de la mer. On parle de civilisation des loisirs. Pompidou, qui a connu enfant les cahiers comptés et les hivers glacés dans le Cantal, mesure le chemin parcouru. Dans ses déplacements, lorsqu'il serre les mains sur les marchés, il voit des caddies pleins, des vêtements bon marché venus de l'étranger et des jouets en plastique dans les bras des enfants. Il en tire une fierté sourde. Nous avons, dit-il à ses proches, évité à la France le déclassement. Mais derrière cette vitrine brillante, des nuages se forment. Sur ces fiches soigneusement dactylographiées, Giscard souligne des chiffres en rouge. Inflation qui s'installe, déséquilibres commerciaux. Dépendance croissante au pétrole importé. À l'international, les secousses monétaires se multiplient. En 1971, les États-Unis de Richard Nixon mettent fin à la convertibilité du dollar en or, ce qui fait vaciller tout l'édifice du système monétaire international. Les monnaies flottent, les spéculations s'emballent. À Paris, dans les réunions économiques, on sent la nervosité monter. Pompidou, qui se voulait le président de la stabilité, voit le sol se dérober. Et puis, en octobre 1973, le choc, la guerre du Kippour éclate au Proche-Orient. Les pays arabes producteurs de pétrole décident de restreindre leur production et de quadrupler le prix du baril. Du jour au lendemain, la facture énergétique de la France explose. Dans les stations-service, on fait la queue, parfois pendant des heures. L'essence devient un produit presque de luxe. Le dimanche, les voitures sont interdites sur les routes. Les caméras filment des autoroutes vides, silencieuses.
hanté seulement par quelques cyclistes et des familles qui, pour la première fois, s'y promènent à pied comme dans un parc. Les lampadaires s'éteignent plus tôt, les vitrines réduisent leur éclairage. Pour un pays qui avait pris l'habitude d'appuyer sur l'interrupteur sans se poser de questions, c'est un réveil brutal. Pompidou comprend immédiatement la gravité de la situation. Il convoque des réunions d'urgence, consulte industriels, syndicalistes, banquiers. Il parle d'économie de guerre en temps de paix. Il sait que la dépendance au pétrole étranger est un talon d'Achille. Dans un geste qui marquera durablement la France, il accélère le pari sur le nucléaire civil. Lancement massif de centrales, programme gigantesque confié à EDF et à l'industrie hexagonale. Nous n'avons pas de pétrole, dit-il, mais nous avons des idées. La formule fera florès. Derrière elle, il y a une réalité. Le pays se jette dans une nouvelle course technologique pour s'arracher à la tyrannie du baril. Mais la crise du pétrole fait plus qu'augmenter les factures. Elle brise un rêve. Le chômage, presque inconnu jusqu'alors, commence à grimper. Des usines licencient. Les premières fermetures de sites industriels frappent des villes entières, qui jusqu'ici vivaient au rythme des sirènes d'usines. À l'Élysée, les courriers se multiplient. Lettres de salariés désespérés, de mères affolées, de chefs d'entreprise paniqués. Pompidou les lit, souvent le soir, après les réunions. Il annote certaines pages, demande des rapports, exige des plans de sauvetage, mais il sait au fond qu'il assiste à la fin d'une époque. Dans ce moment de bascule, Giscard joue serré. En tant que ministre de l'économie et des finances, il est sur tous les fronts. Négociations internationales, arbitrage budgétaire. Explication à la télévision? Il parle d'austérité nécessaire, de rigueur pour préserver l'avenir. Son image d'homme sérieux, compétent, se renforce. Dans l'opinion, un glissement subtil s'opère. Le président Pompidou, affaibli physiquement, apparaît de plus en plus comme le sage, vieillissant, tandis que Giscard prend les traits du jeune premier de la modernité économique. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, on entend déjà cette phrase. Le jour où Pompidou s'en ira, c'est lui, Giscard, qui ramassera la mise. Car la santé du président, désormais, n'est plus un secret pour ceux qui le côtoient. Ses déplacements se font plus rares, ses traits se creusent, ses mains tremblent parfois légèrement lorsque les caméras zooment. Les médecins de l'Élysée parlent à voix basse de maladies du sang, de traitements lourds. On organise son emploi du temps au millimètre, en alternant réunions courtes et périodes de repos. Certains jours, il lui faut une énergie surhumaine pour simplement traverser un couloir et serrer quelques mains. Pourtant, lorsqu'il apparaît en public, il serre les dents, redresse les épaules, pose cette voix grave qui a rassuré les Français en 1968. Il refuse d'être vu comme un malade. Le temps, pourtant, ne se laisse pas berner. En privé, avec Claude, son épouse, il laisse tomber le masque. Des nuits sans sommeil, des douleurs diffuses, la fatigue qui colle au corps comme du plomb. Elle le presse parfois. « Georges, ralentis !» Il répond avec une forme de fatalisme. « On ne ralentit pas quand on a la France sur le dos. » À certains proches, il confie cette phrase presque une confession. « Je n'irai sans doute pas au bout du septennat, mais ce qui compte, c'est de laisser une France plus solide que je ne l'ai trouvée. » Il sait que sa course a une ligne d'arrivée rapprochée. Il se bat désormais avec 2 chronomètres, celui de la crise économique et celui de son propre corps. Dans le système qu'il a lui-même contribué à bâtir, cette fragilisation du président ouvre un vide que d'autres s'empressent de vouloir combler. Les barons gaullistes, les historiques, se déchirent en coulisses. Chabannes rêve de revenir, d'autres pensent à Pierre Messmer, certains même à des figures plus jeunes. Et Giscard, toujours lui, construit patiemment son propre camp, les républicains indépendants, qu'il veut capables un jour de s'émanciper des gaullistes, tout en leur prenant une partie de leur électorat. Chacun sait que si Pompidou succombe avant 1976, une élection présidentielle anticipée aura lieu. Chacun sait aussi que dans cette guerre de succession, chaque mot compte, chaque image, chaque échec du gouvernement face à la crise. Au début de l'année 1974, dans un hiver gris, la fatigue de Pompidou devient impossible à cacher. Ses absences répétées alimentent toutes les rumeurs.
Crise cardiaque, cancer, dépression, les Français n'ont droit qu'à des communiqués laconiques. Le président souffre d'une grippe persistante. Les caricaturistes montrent un Pompidou amaigri, blême, assiégé par des médecins. À l'Élysée, on repousse certains rendez-vous internationaux, on annule des déplacements intérieurs. Les collaborateurs marchent sur la pointe des pieds. Dans les dîners politiques, on ne parle plus que de cela. Combien de temps lui reste-t-il ? Et derrière cette question, une autre plus brutale. Qui en profitera ? Un soir, seul dans son bureau, Pompidou fait ce qu'il faisait déjà à Matignon 15 ans plus tôt. Il se penche sur une carte de France, mais cette fois, ce ne sont plus seulement les autoroutes et les barrages qui attirent son regard, ce sont ces zones rouges que ses conseillers ont commencé à lui montrer. Régions frappées par le chômage, bassins sidérurgiques en mai 1970, difficultés, campagnes qui se dépeuplent à nouveau, il passe la main sur le papier comme s'il pouvait, par un geste, effacer ces tâches inquiétantes. Il murmure: nous avons gagné la bataille de la modernisation, mais la guerre de l'avenir, elle, ne fait que commencer. Dans une autre partie de Paris, à quelques rues de là ou à quelques stations de métro, Valéry Giscard d'Estaing rentre chez lui après une journée au ministère. Il sait lui aussi que le temps est en train de changer. Il a vu le président ces derniers jours. Il a noté les silences, la pâleur, les gestes lents. Dans son entourage, certains le pressent déjà de se préparer ouvertement. Lui répond avec un sourire énigmatique. En politique, les choses viennent à point à qui sait attendre. Deux hommes, deux horloges, un même pays à la croisée des chemins. L'un se bat pour finir ce qu'il a commencé. L'autre se prépare, patiemment, à hériter d'un monde déjà en crise. Ce qui va suivre ne sera plus seulement l'histoire d'un président qui lutte contre la maladie, mais celle d'une nation qui découvre, brutalement, qu'après les années d'euphorie viennent celles du doute. Et, au milieu de cette transition, la question qui hante tous les couloirs du pouvoir: que restera-t-il, vraiment, du temps Pompidou ? Lorsque l'horloge inexorable s'arrêtera de battre, le 2 avril 1974, à 22 heures passées, des millions de Français s'apprêtissent à éteindre leur télévision quand l'image bascule brusquement. Plus de jeux, plus de films, plus de variété. Un présentateur en costume sombre, visage fermé, lit une feuille avec cette voix qu'on ne lui connaît pas. Quelques secondes de silence. Puis la phrase tombe, nette, irrévocable. Le président de la République, Georges Pompidou, est mort cet après-midi. À cet instant précis, la France découvre qu'on peut perdre un président comme on perd un proche. En direct, au milieu du salon, devant une lumière bleutée, dans un appartement du 7e arrondissement, Valéry Giscard d'Estaing regarde l'écran sans ciller. Il savait depuis des mois que le compte à rebours était lancé. Il avait vu la démarche vacillante, le teint cireux, ces disparitions inexpliquées de l'agenda présidentiel, mais entendre l'annonce, la mort constatée, le mot « fin » prononcé au journal télévisé, c'est autre chose. Dans la pièce, quelqu'un souffle. C'est terrible! Giscard ne répond pas. Son regard ne quitte pas l'écran. À l'intérieur de lui, deux pensées se télescopent, brutales, contradictoires. La tristesse sincère pour l'homme qui l'a servi et la certitude glacée que, dès demain matin, la partie qu'il prépare depuis des années commence vraiment. À l'Élysée, pendant ce temps, le palais ressemble à un théâtre dont on aurait brutalement coupé le son. Dans le bureau vide du président, la lampe est encore allumée. Des dossiers de crise énergétique s'empilent sur le sous-main. Un agenda est resté ouvert à la date du 3 avril. Réunion, rendez-vous, signature de décret. La vie institutionnelle devait continuer, presque mécaniquement. Mais, à quelques kilomètres de là, dans son appartement de la rue de Rivoli, le corps de Pompidou vient d'être emporté. Recouvert d'un drap blanc, l'homme qui voulait gagner 1 siècle de retard en 10 ans n'aura même pas achevé 5 années de mandat. Le temps, ce rival silencieux, a claqué la porte au nez du président de la modernisation. La nouvelle se répand comme une onde de choc. Dans les gares, des voix annoncent la mort du chef de l'État au micro. Dans les cafés, les conversations se figent devant les postes de télévision. Aux abords de l'Élysée, des anonymes s'agglutinent derrière les grilles. Comme attirés par ce bâtiment soudain orphelin, des femmes pleurent. Des hommes restent immobiles, perdus. Une phrase revient, lancinante. On ne s'y attendait pas à ce point-là. Bien sûr, on savait qu'il était malade.
On avait souri, par habitude, aux bulletins officiels parlant de grippe persistante, de fatigue, mais personne n'avait vraiment osé prononcer le mot qui, maintenant, circule dans les couloirs de l'hôpital et du palais. Cancer. Une maladie du sang rare, la macroglobulinémie de Waldenström, ce nom barbare qui, bientôt, deviendra le rappel clinique d'un destin politique brisé net. Dès le lendemain, la République, fidèle à ses rites, se met en ordre de deuil. Le cercueil de Georges Pompidou, recouvert d'un drapeau tricolore, est exposé à l'Élysée. Les caméras captent des images saisissantes. Un palais où l'on parlait hier de contrats pétroliers et de programmes nucléaires transformés en chapelle ardente. La grande cour pavée se remplit de voitures officielles. Les W126 noirs luisent sous une pluie fine. À l'intérieur, les dorures se reflètent sur le bois sombre du cercueil. Un à un, les membres du gouvernement, les hauts fonctionnaires, les diplomates défilent. Certains s'inclinent brièvement, d'autres posent la main sur le cercueil, comme pour vérifier qu'il est bien réel. Et puis, dans ce ballet silencieux, un visage attire les objectifs. Valéry Giscard d'Estaing. En tant que ministre de l'économie et des finances, il fait partie du premier cercle. Il s'arrête quelques secondes. Les photographes crépitent. Sur les clichés qui feront la une des journaux, on voit son profil fin, son regard baissé, sa main gauche qui se crispe légèrement. Ce jour-là, il se tient encore quelques pas derrière le véritable numéro 1. Mais beaucoup, en voyant ces images, le projettent déjà quelques mètres plus loin, à la place du défunt, dans ce fauteuil qu'il convoite depuis si longtemps. Le jour des funérailles nationales, Paris retient son souffle. Le cortège quitte l'Élysée dans un silence presque religieux. Des soldats au képi dressent la garde autour du canon portant le cercueil. Les cloches de Notre-Dame sonnent, graves, épaisses. Sur le passage du convoi, la foule se masse, compacte. Des mains se lèvent en salut, des mouchoirs s'agitent. Certains tiennent des pancartes. « Merci, Monsieur le Président !» D'autres restent figés, comme sidérés par la vitesse à laquelle tout a basculé. La veille, un homme exerce le pouvoir suprême. Aujourd'hui, ce même homme descend les Champs-Élysées, allongé, muet, enfermé dans un rectangle de chêne. Dans la nef de Notre-Dame, la cérémonie religieuse a des allures de scène de théâtre politique. Les caméras fouillent les bancs réservés aux officiels. On y voit côte à côte Jacques Chaban-Delmas, le Premier ministre limogé mais toujours pugnace, Pierre Messmer, successeur discret, baron gaulliste au visage fermé. Et, un peu plus loin, Giscard, assis droit, costume sombre impeccable. Au-delà des prières, une autre liturgie s'improvise, celle de la succession. Chaque regard, chaque poignée de main, chaque baiser sur la joue entre responsables politiques est décortiqué. Qui se parle? Qui s'évite? Qui semble porter le deuil? Et qui semble déjà penser au jour d'après? Sur le parvis, à la sortie, les micros se tendent. Que restera-t-il de Georges Pompidou? Et demandent les journalistes. Les réponses sont convenues, calibrées pour l'émotion. Le modernisateur, l'homme de la croissance, le serviteur de l'État. Mais derrière ces formules, une question plus tranchante se glisse. Que va-t-il rester de lui, politiquement, si son principal rival prend sa place? Car, à peine le cercueil refermé, la machine institutionnelle se remet en marche. Le président du Sénat, Alain Poher, assure l'intérim. Une élection présidentielle anticipée doit être organisée dans les 40 jours. Le temps, une fois encore, se resserre. Un pays en deuil doit, dans un délai serré, se choisir un nouveau chef. Pompidou n'a pas quitté la scène que, déjà, son ombre sert de décor à un duel qui couvait depuis des années. Quand Valéry Giscard d'Estaing se déclare candidat, début avril, il le fait avec un soin presque chirurgical. Il se présente comme l'héritier de l'œuvre économique de Pompidou, mais aussi comme celui qui saura aller au-delà. Dans ses meetings, il prononce cette phrase qui claque comme un manifeste. « Je veux regarder la France au fond des yeux ». Sous-entendu, je la comprends mieux que ces vieux gaullistes enfermés dans leurs souvenirs. En face de lui, Jacques Chaban-Delmas tente de capter l'héritage pompidolien à sa manière. Il évoque le temps Pompidou, la nouvelle société qu'il aurait voulu mener plus loin, la fidélité au gaullisme rénové. Entre les deux hommes, c'est un combat de fantômes. Chacun brandit l'image du président défunt comme un étendard, chacun prétend
être son vrai continuateur, alors même que Pompidou, de son vivant, n'avait jamais désigné de dauphin. La campagne de 1974 est courte, nerveuse, presque haletante. À chaque débat radiophonique, à chaque passage télévisé, on sent encore flotter la présence du disparu. On compare leur programme au regard de ce qu'aurait voulu Pompidou. Aurait-il soutenu la baisse de la majorité à 18 ans promise par Giscard? Aurait-il accepté le rythme d'ouverture sociétale que réclament certains? Aurait-il flairé, mieux que d'autres, les fractures sociales qui commencent à s'ouvrir? Personne ne le sait. Mais chacun instrumente son nom, le cite, le convoque comme un juge silencieux. Et puis survient un twist supplémentaire. Au premier tour, ce n'est pas Chabannes qui affronte Giscard au second, mais François Mitterrand, chef d'une gauche rassemblée, le face-à-face rêvé des gaullistes, un duel familial pour l'héritage de Pompidou, se transforme en combat plus large entre une droite, en recomposition, et une gauche en ascension. Le 19 mai 1974, Giscard l'emporte d'un cheveu, moins d'1 point d'écart. À peine élu, dans son discours de victoire, il évoque la modernisation accueillie par Pompidou, promet de continuer l'effort d'adaptation, entamé par son prédécesseur, mais ceux qui écoutent attentivement entendent autre chose, le début d'une rupture douce, d'un glissement progressif vers une France, où le mot gaullisme va peu à peu s'estomper. Pourtant, même après la victoire de celui qui fut son principal rival, Pompidou continue d'imposer sa marque. En 1977, 3 ans après sa mort, au cœur de Paris, un vaisseau de verre, d'acier et de tuyaux colorés atterrit officiellement sur le plateau Beaubourg. Le centre Georges Pompidou ouvre ses portes. Sous la présidence de Giscard, la France, qui avait ricané devant les maquettes, découvre médusée cette carcasse futuriste surgie entre les immeubles haussmanniens. Les escalators extérieurs serpentent comme des veines transparentes. Les conduits d'aération sont peints en bleu. Les conduites d'eau, en vert. Les flux de circulation humaine deviennent un spectacle à part entière. Des milliers de visiteurs s'y pressent dès les premiers jours. Dans les journaux, certains continuent de dénoncer une raffinerie culturelle. D'autres, au contraire, saluent le geste le plus audacieux de l'architecture française du siècle. Là, dans ce temple de l'art moderne, se condense une part essentielle de l'héritage de Pompidou. Lui, le professeur de lettres qui récitait de la poésie par cœur, le lecteur de surréalistes qui collectionnait les toiles d'avant. Garde a réussi, post-mortem, à imposer sa vision d'une France qui ose. Dans les salles, on expose Picasso, Kandinsky, Duchamp. Des enfants de banlieue montés en car découvrent pour la première fois des tableaux qu'on ne voyait auparavant que dans des galeries confidentielles. Dans la gigantesque bibliothèque publique, des étudiants se penchent sur des ouvrages d'économie, d'histoire, de philosophie. Sans le savoir, ils s'installent littéralement dans un morceau de cerveau de Georges Pompidou, dans cette idée fixe qu'il avait. Un pays moderne n'est pas seulement un pays de béton et d'autoroutes, c'est un pays qui pense, qui lit, qui crée. Mais le même héritage, ailleurs, se montre plus ambivalent, presque brutal. Sur les photos aériennes des années 1980, la France ressemble à un organisme cicatrisé de lignes claires. Des autoroutes comme des coups de crayon qui strient le paysage, des périphériques qui enserrent les villes comme des colliers de béton. Des barres d'immeubles, dressées au bord des métropoles. Longtemps, on a salué ces chantiers comme les preuves éclatantes du miracle Pompidou. Avec le recul, certains y voient aussi les racines des fractures urbaines. Banlieues enclavées, ghettos sociaux, paysages éventrés. Le modernisateur avait voulu raccorder tout le monde au flux de la croissance. Il n'avait pas prévu que quelques décennies plus tard, certaines de ces infrastructures deviendraient des frontières invisibles. Sur le front énergétique, son pari sur le nucléaire civil dessine durablement la silhouette du pays, les tours de refroidissement des centrales, ces gigantesques sabliers de béton crachant un nuage de vapeur blanche, poussent au bord des fleuves comme de nouvelles cathédrales industrielles. Dans chaque foyer, l'électricité coule en abondance. On n'a plus peur de la panne. La phrase « Nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons des idées » circule encore, utilisée parfois ironiquement, parfois avec admiration. Mais là aussi, le temps vient grignoter la légende. Des années plus tard, au rythme des catastrophes nucléaires étrangères et des débats écologiques, on reviendra à ce moment pompidolien,
à cette décision d'embrasser massivement l'atome? Était-ce une intuition géniale ou un pari trop risqué? L'histoire se déchire encore sur la réponse. Politiquement, l'image de Pompidou traverse quant à elle un long tunnel d'ombre, entre la stature quasi mythologique de De Gaulle, avant lui, et la durée record de François Mitterrand, après Giscard, son mandat apparaît parfois comme une parenthèse, un pont qu'on traverse sans vraiment s'arrêter. Dans les années 1980 et 1990, les manuels scolaires le réduisent à quelques formules. 30 glorieuses, centre Beaubourg, grande croissance. Ces photos en noir et blanc, costume sombre, mine sévère, donnent l'impression d'un notaire austère plus que celle d'un révolutionnaire silencieux. Il est, en quelque sorte, le président mal aimé de la mémoire collective. Pourtant, à mesure que les décennies passent, une réévaluation s'opère. Des historiens se penchent sur ses archives. Des documentaires exhument des images moins figées. On découvre un homme qui passe ses week-ends à lire de la poésie, qui corrige, à l'Élysée, les fautes d'orthographe des communiqués, et qui se passionne pour une exposition de Calder autant que pour un rapport sur la balance commerciale. On réécoute ses phrases, souvent cinglantes, parfois drôles, ses analyses lucides sur les risques de la société de consommation. On se souvient qu'il fut l'un des premiers chefs d'État occidentaux à créer un ministère de l'Environnement, bien avant que l'écologie ne devienne un thème obligé. L'image du banquier triste cède peu à peu la place à celle d'un lettré audacieux, 10 fois plus complexe que la caricature. Son legs, surtout, s'impose dans le quotidien le plus banal. Quand un automobiliste emprunte un tronçon d'autoroute désert à 2 heures du matin, les phares découpant une bande de bitume parfaite. Au milieu de nulle part, il roule sur une idée de Pompidou, celle d'un pays irrigué en continu, même dans l'obscurité. Quand un Francilien descend dans une rame de RER bondée, il vit concrètement l'obsession de ce président pour les flux, les liaisons, rapides entre banlieue et centre. Quand un visiteur étranger monte au dernier escalator du centre Pompidou pour contempler Paris, il voit la ville à travers le cadre que Pompidou a lui-même voulu dresser au cœur de la capitale. Même dans ces zones d'ombre, le temps Pompidou continue d'interpeller. Le maintien de la peine de mort durant son mandat, malgré les grâces possibles. La violence de certains chantiers urbains qui ont détruit des quartiers entiers. Sa méfiance persistante envers une libéralisation trop rapide des mœurs. Ces lignes de fracture montrent que le modernisateur n'était ni un révolutionnaire social, ni un conservateur figé, mais un homme, pris dans ses propres contradictions. Pousser le pays vers demain sans rompre trop brutalement avec hier, lui pourtant, repose loin de ces débats, dans un cimetière discret du Puy-de-Dôme, à Orsine, au pied des volcans endormis de l'Auvergne. Sa tombe est simple, dépouillée, bien loin des fastes parisiens. De temps en temps, un bouquet de fleurs fraîches, un petit drapeau tricolore, un mot laissé par un inconnu. Merci pour la France moderne. Le contraste est saisissant. Cet homme qui a couvert le territoire de béton, d'acier et d'électricité repose désormais face à des collines de lave éteintes, dans un paysage immobile qui ressemble à celui de son enfance cantalienne. Si l'on devait résumer sa trajectoire en une seule image, peut-être serait-ce celle-ci. Un sablier posé sur le bureau d'un président qui regarde le sable filer trop vite tout en construisant des digues pour retenir l'avenir. Son concurrent principal, Giscard, aura gagné la bataille de la succession. Mais, avec le recul, on se rend compte que le vrai adversaire de Georges Pompidou n'était ni un ministre ambitieux, ni un dauphin récalcitrant. C'était le temps lui-même, le temps de sa propre vie, brutalement raccourci, et le temps long d'un pays qui allait, après lui, entrer dans l'ère du doute. Et pourtant, chaque fois que l'on branche une prise, que l'on file à 130 sur une bande d'asphalte, que l'on se perd dans les étages d'un musée futuriste au cœur de Paris, un morceau de ce duel perdu semble, d'une certaine manière, avoir été remporté parce que, malgré la maladie, malgré la crise, malgré la rivalité implacable avec son successeur, Georges Pompidou a réussi une chose rare. Imposer sa cadence à un futur qui, à son tour, continue de battre au rythme des décisions qu'il a prises dans ce bref intervalle, entre 2 coups d'horloge.